Depuis l'élection de Donald Trump, j'ai entendu beaucoup de réflexions du genre « Oh le mec, il croit qu'on est au Moyen-Âge, t'as vu comme il parle des femmes ?» Il me paraissait évident de rendre hommage au nouveau président des États-Unis en parlant de la période dans laquelle bon nombre de ses détracteurs le verraient. Le Moyen-Âge. Le nouveau président des États-Unis présente dans ses idées sur les femmes quelques ressemblances avec les penseurs médiévaux de la condition féminine. C'est presque une émotion nostalgique pour moi de l'entendre s'exprimer de la sorte. Les femmes, faut les traiter comme de la merde. Impossible de ne pas saisir la référence à Odon de Cluny qui le préconisait déjà au Xe siècle. La beauté physique ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Quand nous ne pouvons toucher du bout des doigts un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser un sac de fientes? Bien entendu, M. Trump ne serait jamais devenu président des États-Unis s'il n'avait innové et amélioré les propos d'Odon de Cluny. Car pour M. Trump, s'il doit y avoir contact avec la femelle, c'est par la chatte qu'il faut l'attraper. Il ne fait aucun doute que M. Trump est également très sensible à cette grande œuvre médiévale qu'est le roman de la rose. Et je m'étonne de ne l'avoir entendu citer ce vers de 1275, tant il renvoie au Trumpisme actuel. Vous autres femmes, vous serez, vous êtes, vous fûtes, de fait ou de volonté, des putes. Oui, Donald Trump est un homme cultivé qui connaît la place exacte que la femme doit occuper dans le couple et dans la société. Il n'est que le porteur de la grande vision de saint Augustin. Homme, tu es le maître. La femme est ton esclave. C'est Dieu qui l'a voulu. Oui, vos femmes sont les servantes et vous êtes les maîtres de vos femmes. Et c'est sans doute cette vision qu'il essayait d'exprimer avec sa sympathie et sa verve naturelle lorsqu'il disait à une jeune fille lors d'une émission télévisée « Ce serait une belle image de vous voir à genoux ». Alors Historia s'incline devant Donald Trump. Mais comme je suis une femme et que j'ai pas encore trouvé un homme, un vrai, qui me dominerait comme je le mérite, j'ai bien peur que les femmes dont nous allons parler aujourd'hui ne baisseraient ni la garde ni le regard devant le nouveau président des États-Unis. Et les épées, j'aime trop les épées. Quand je serai grande, je voudrais être chevalier. Pourquoi? Parce que j'aime trop les épées. Donald Trump n'aurait pas été si heureux que ça au Moyen-Âge. Les femmes sont plutôt libres au Moyen-Âge. Elles ont le droit de vote dans certaines communautés, elles ont le droit de travailler seules ou avec leur mari et de s'éduquer par le biais des couvents et des abbayes. La condition féminine va fluctuer tout au long de cette grande période qu'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge commence à la chute de l'Empire romain d'Occident et va durer jusqu'en 1500 au début de la Renaissance. Mais tout au long de cette période, elles seront nombreuses à créer, à entreprendre, à régner et à se battre. En 1095, quand Urbain II lance son appel pour la première croisade, il lance en même temps le concept d'une guerre juste. La croisade est un pèlerinage armé dans lequel il faut défendre Jérusalem de l'envahisseur turc qui empêche les pèlerins chrétiens de s'y rendre depuis 1078. La promesse de rédemption et de vie éternelle séduit tout autant les femmes que les hommes. Souvent oubliées par les chroniqueurs chrétiens, les femmes se retrouvent néanmoins dans les récits de bataille des chroniqueurs musulmans. En 1249, Louis IX s'empare de la ville de Damiette en Égypte. Le sultan Ayoub n'étant pas présent au moment de la prise de Damiette, occupé à chasser des croisés ailleurs, il laisse le pouvoir à sa femme. Durant cette absence, Ayoub va succomber à une fièvre et Chagarat, sa femme, au pouvoir, va penser qu'il vaut mieux ne rien dire de cette mort du sultan. Elle va donc garder le secret avec la complicité du chef des Mamelouks et des eunuques afin que les croisés n'apprennent pas cette nouvelle. Elle continue à diriger, allant même jusqu'à signer des documents officiels de sa main, mais du nom du défunt. Louis IX finira par apprendre la mort du sultan et va décider de marcher sur le Caire. Durant cette bataille, il tue le chef des Mamelouks, mais se fait emprisonner par les troupes de Chagarat. Elle devient la première femme musulmane à obtenir le titre de sultane et ira même jusqu'à faire frapper sa propre monnaie. Elle épargnera les otages capturés avec Louis IX et exigera une énorme rançon pour la libération du roi français. Le calife de Bagdad, qui est le chef des chefs, est outré de savoir qu'une femme a le titre de sultane et qu'elle règne. Pour calmer ses ardeurs, les Mamelouks vont lui imposer d'épouser leur nouveau chef, Aybak, et d'abdiquer en sa faveur. En 1257, Aybak décide de se remarier avec une princesse irakienne, et cela ne plaît pas du tout à Chagarat qui verrait son pouvoir remis en cause. Dans un geste de fureur, le 29 avril 1257, Chagarat fait appeler son mari dans les bains du palais et le fait tuer par ses eunuques royaux. Elle se rend vite compte que cet acte va l'amener à sa perte.
La légende dit qu'elle prend tous ses bijoux, les broie, afin qu'aucune autre femme ne puisse en profiter. À partir de là, les versions divergent. Les Mamelouks la livrent à la foule en colère qui la piétine à mort. Le fils d'Aïbak la livre à sa mère qui la torture et l'insulte avant de la livrer à ses servantes qui la battront à mort avec des sabots de bois qu'on utilise dans les hammams. Dans les deux cas, ses restes sont ramassés et enterrés dans le mausolée qu'elle s'était fait construire au Caire en 1250. Et les épées, j'aime trop les épées. Au Moyen-Âge, les femmes sont loin de cette image d'Épinal portée par l'amour courtois et la littérature médiévale. Mais nos représentations de la femme médiévale n'ont pas tellement changé dans notre enseignement, quand la seule image de la femme guerrière que l'on enseigne est celle de Jeanne d'Arc. Pourtant, d'autres Jeannes ont marqué l'histoire de la guerre de 100 ans, sans avoir cette image de sainte, de vierge, de pucelle. C'est le cas de Jeanne de Flandre, la femme de Jean de Montfort, qui va agir au cœur de la guerre de 100 ans durant la révolte civile bretonne. Son mari, Jean de Montfort, s'oppose à sa sœur Jeanne de Penthièvre pour le trône du duché de Bretagne. Jeanne de Penthièvre est mariée à Charles de Blois. Jean de Montfort est fait prisonnier à Nantes par les Français et sa femme Jeanne va continuer son combat pour le trône breton. Acculée par les troupes de Charles de Blois, elle se retranche derrière les murs de la ville d'Hennebont en attendant les renforts militaires promis par le roi d'Angleterre. La comtesse de Montfort était là, toute armée sur un coursier, et chevauchait de rue en rue, et incitait ses gens à bien se défendre, et ordonnait aux femmes de la ville, dames et autres, à détruire les chaussées, et porter les pierres au créneau pour les jeter sur les ennemis. Et étant montée une fois au sommet d'une tour pour mieux voir comment ces gens résistaient à l'assaillant, ladite comtesse regarda et vit que tous ceux de l'armée ennemie, seigneurs et autres, avaient abandonné leur logis. Elle s'avisa d'un grand fait, et remonta sur son coursier, armée comme elle l'était, et fit monter à cheval avec elle 300 hommes, et se rua très bravement vers les tentes et les logis des seigneurs de France, qui furent bientôt tous incendiés. Cet acte lui vaudra le surnom de Jeanne la Flamme. Les Français reprennent rapidement leurs esprits et leurs armes, et Jeanne ne peut plus rentrer dans Hennebont. Jeanne va conclure une trêve et s'en aller avec ses enfants pour l'Angleterre en 1342. Son jeune fils, Jean IV de Montfort, y découvrira l'ordre de la Jarretière. Cet ordre est fondé sur le modèle des chevaliers de la table ronde et aura pour but de porter les valeurs de la chevalerie et de l'amour courtois. On pourrait voir les ordres de chevalerie comme les ancêtres des clubs ou des fraternités servant à des actions diplomatiques. Le choix de la jarretière comme emblème de l'ordre reste un mystère. La légende veut qu'Édouard III, fondateur de l'ordre, ait un jour trouvé par terre la jarretière de la comtesse de Salisbury, et se faisant surprendre par ses courtisans, il aurait déclaré « Honni soit qui mal y pense ». Cette légende veut expliquer à la fois l'origine de l'emblème et de la devise de l'ordre. Il n'est pas étonnant qu'à son retour en Bretagne et récupérant son trône, Jean IV fonde alors lui aussi un ordre, celui de l'Hermine en 1382. L'emblème de l'ordre est l'Hermine et la devise « à la vie ». Bien sûr, l'ordre accepte les femmes. Comment pourrait-il en être autrement quand la mère de Jean IV était la célèbre Jeanne la Flamme? Et les épées, j'aime trop les épées. La majorité de la littérature médiévale présente la femme comme une chose faible et fragile qui a besoin d'un chevalier pour la défendre. Mais il existe une exception, un roman écrit sur le modèle des légendes arthuriennes ou de la chanson de Roland. Le roman de Silence, rédigé par Eldris de Cornouailles à la fin du XIIIe siècle. Silence est la fille de Cador de Cornouailles, et à sa naissance, le roi d'Angleterre, Hébin, édite un décret selon lequel les femmes n'ont pas le droit d'hériter du bien de leurs parents. Les parents de Silence décident alors de la présenter et de l'élever comme un garçon. À sa puberté, découvrant sa féminité, ses parents lui expliquent qu'elle ne doit pas révéler ce qu'elle est, et doit continuer à agir comme un homme. Présentée à la cour d'Angleterre, la reine Euphème tombe sous le charme de Silence qui va repousser ses avances. La reine, blessée dans son ego, va accuser Silence d'avoir essayé de la violer. Le roi la chasse et l'exile à la cour de France. Le roi de France l'adoubera à ses 17 ans et un tournoi sera donné en son honneur dans lequel elle brillera comme chevalier. Le roi Hébin a vent de sa valeur et fait revenir Silence, car il est aux prises avec une révolte de ses barons. Silence, bien sûr, combat valeureusement et s'en sortira gagnante. Mais la reine n'a rien oublié du rejet de Silence et va l'éloigner de la cour en lui demandant de retrouver Merlin l'Enchanteur, disparu depuis longtemps. Silence finit par le trouver et le ramener à la cour. Merlin va révéler au roi la fourberie de la reine et la réelle nature de Silence. Et comme il se doit, tout est bien qui finit bien. Et le roi décide alors d'abroger son décret concernant les femmes. Ce roman décrit un double cliché sur les femmes.
celle fourbe au pouvoir et celle bonne par nature mais obligée de se travestir et de se comporter comme un homme. Et je trouve que les thèmes abordés par ce roman sont toujours actuels. Aujourd'hui, le travestissement n'est pas forcément physique mais peut-être plutôt symbolique. Il est évident pour moi que si l'on diffusait une autre image de la femme dans l'histoire que l'on enseigne que celle de la Vierge, de la pucelle, de la sainte, on atteindrait un autre modèle de société au niveau de l'égalité des genres. Peut-être n'aurions-nous pas une femme qui se présente en 2017 au présidentiel et qui déclarait en 2012 que le progrès pour les femmes c'était le retour à la maison, ou encore la parité est une idéologie différentialiste et multiculturelle qui n'est qu'une forme de racisme inversé, dont les premières victimes sont les hommes blancs hétérosexuels. Mais qu'elle se rassure, avec Trump au pouvoir aux États-Unis, les hommes blancs hétérosexuels ont encore de beaux jours devant eux. Et la parité des genres dans le pouvoir et les représentations, encore beaucoup de chemin à faire. Et si vous voulez faire un beau geste pour cette dame, je vous propose qu'en 2017, vous la laissiez tranquille, afin qu'elle puisse jouir du progrès et rentrer à la maison. Voilà, Historia épisode 2, c'est fini. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 d'Historia. Et les épées, j'aime trop les épées. Quand je serai grande, je voudrais être chevalier. Pourquoi? Parce que j'aime trop les épées. Attention quand même, tu risques de te couper. Mais non, je fais attention.